Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report, le huitième déjà. On est à un mois après le patch de mi-saison sur ce set de Trial by Frost. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu le bilan de ce patch, de savoir s'il a vraiment changé un petit peu la méta avec le retour d'Ozma et du Havre, ou si on reste sur un statu quo par rapport à la première période de ce set 2. Allez, on est tout de suite parti. Eh bien oui, ce slide qui d'habitude ne change jamais dans mes vidéos, eh bien cette fois il a un petit peu changé, puisque bon, comme d'habitude, la façon dont on sélectionne les plus gros tournois, donc la wall, enfin les AWOL, les AQZ, de minimum 32 joueurs, en format ronde suisse. Voilà, ça c'est du classique. Les éléments clés, c'est aussi du classique, donc on va prendre comme critère les conversions top 16, top 8, la popularité des héros et les performances en tournoi. Mais le dernier élément qui est un petit peu une nouveauté de ce set, c'est le Meta Sanity Check. Donc c'est des discussions qui ont beaucoup émergé avant le patch et juste après l'annonce du patch. Et voilà, quand vous allez sur un peu les discussions méta sur les Discord, très souvent c'est un peu ce style de discussion qui revient. Et donc j'avais envie d'apporter une version un petit peu plus chiffrée pour qualifier entre guillemets la santé d'une méta. Et donc on va utiliser deux indicateurs. Le premier c'est le Shannon Index, qui est un index qui mesure la diversité réelle des héros joués. Donc plus il est élevé et plus on est dans une méta où beaucoup de héros différents sont joués. Donc on est dans une situation plutôt positive, normalement. Et le deuxième, c'est le coefficient de Gini. Peut-être que ceux qui ont fait un peu d'études en école de commerce le connaissent, ou des vieux souvenirs de bac économique. Et donc ce coefficient de Gini mesure l'inégalité de représentation entre les héros. Donc si on est proche de zéro, c'est que tous les héros sont joués quasiment à part égale. Donc c'est une situation optimale où vraiment il n'y a pas de stratégie. Enfin, il n'y a pas de stratégie qui semble prédéfinie dans la méta. Et par contre, si on est proche de 1, c'est qu'a priori, quelques héros concentrent quasiment tous les choix. Et donc, vous le verrez, on a différents paliers qui nous permettent de dire si on est dans une situation qui est parfaite, si on est dans une situation OK, ou si on est dans une situation, pardon, qui est critique, voire on est sur une méta toxique. Voilà, donc ça nous permettra d'avoir un peu plus une base de discussion sur ces sujets de santé de la méta. Concernant le périmètre du Meta Report, donc on est à 34 tournois. Il faut savoir qu'on avait fini le dernier Meta Report du set 1 avec 31 tournois et 4000 matchs. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu la grande différence qu'il y a, 34 tournois, mais 7500 matchs. Donc ça montre l'affluence croissante qu'il y a par rapport au set 1 sur les tournois de BGA, même si voilà, on est sur des populations qui sont moins importantes au fur et à mesure qu'on avance dans ce set, mais c'est normal, hein, c'est l'essoufflement habituel qu'on peut avoir sur des TCG en milieu, fin de set, avec en plus le patch qui n'a pas forcément été une révolution, donc qui a fait que les gens se sont un petit peu lassés de cette méta. Mais voilà, c'est des chiffres quand même qui sont toujours en hausse par rapport au début du jeu, qui montrent que le jeu a vraiment beaucoup de potentiel sur la plateforme BGA, que la plateforme BGA plaît aussi dans sa façon de pouvoir organiser et réaliser des tournois. Et donc, on peut, je l'espère, s'attendre à une augmentation encore de ces chiffres pour le 7.3 qui va arriver en juin. Et si on s'attaque maintenant à la popularité des factions, donc on était parti d'une situation où Axiom et Bravos avaient connu un gros gain, en tout cas avec le patch, hein, beaucoup de tests, notamment pour Axiom, avec ces deux héros principaux qui utilisent le Havre, Traced et Soubash. Mais du coup, là, on a un petit peu le contre-coup de ce patch. On s'était dit que avec le manque de performance d'Axiom, eh bien, a priori, beaucoup de gens allaient vite délaisser Axiom pour les Tumult Championship pour se concentrer sur des decks qui avaient plus de chances d'aller remporter ces tournois-là. Donc, c'est naturellement qu'on se retrouve à jouer un petit peu plus de Hordis, hein. Donc, Hordis redevient la faction la plus jouée avec 23% du field et Axiom perd 1,1 point. Donc, c'est plus que 8,5% du field, hein. Donc, le pic d'Axiom n'aura pas été si haut que ça. Il aura été à moins de 10%. Donc, vraiment
un 7-2 très décevant pour les joueurs Axiom, je dirais, même s'il va peut-être avoir un petit peu de positif sur les joueurs Axiom sur ce Meta Report, un petit peu plus loin, mais voilà, en termes de popularité, malheureusement, Axiom n'aura pas été au rendez-vous sur ce 7-2 et je pense pas que ça va changer, en tout cas sur la partie très compétitive, peut-être pour un petit peu plus de fun en fin de set, mais là, je vois pas la situation beaucoup changer pour cette faction. Ensuite, le gros point quand même qu'on peut voir, c'est la grosse baisse côté Izmir. Et de la même façon, on anticipe qu'il va y avoir beaucoup de tournois assez disputés, très, très sérieux, où les gens vont venir avec potentiellement les decklists les plus fortes. Donc Afanas, c'est certainement un petit peu boudé parce qu'on se dit qu'on va avoir trop de Sigismar. Certains joueurs d'Afanas vont d'ailleurs passer Sigismar, hein. J'en ai rencontré un notamment qui me faisait cette confession, et je dis bien le terme de confession en Tumult Championship le week-end dernier. Donc voilà, et de manière générale, de toute façon, les héros Izmir ont beaucoup de mal contre Sigismar et ses nombreux tokens. Difficile à gérer. Et par contre, on voit une recrudescence des héros Bravos et Mouna. Donc pour Bravos, c'est étonnant parce que ça fait partie des factions qui n'ont pas du tout été impactées par le patch. Et voilà, Ordis n'ayant pas spécialement été bouleversé par le retour d'Ozma et Axiom de toute façon étant trop peu joué, bah, finalement la méta n'a pas tant bougé que ça, mais les joueurs de Bravos, déjà qu'ils avaient eu envie de tester un petit peu plus Bravos avec le patch de mi-saison, mais ils continuent à vouloir expérimenter avec Bravos. Donc ça, c'est très bien. Comme quoi, un patch, bah, ça n'impacte pas forcément que les factions, les héros concernés par les cartes touchées. Ça peut juste changer un petit bouleversement dans la mentalité des gens. Et donc ça, c'est très bien pour la faction Bravos, qui devient maintenant la deuxième faction la plus jouée. Et ensuite, on a Lyra qui se stabilise quasiment parfaitement, et Mouna qui prend un petit peu aussi par rapport à la baisse des Izmir. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un petit peu logique, puisque bah voilà, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'Ordis, de Sigismar sur les fields. Donc naturellement, on va avoir un petit peu plus envie de jouer des héros style Teja pour venir contrer l'archétype phare d'Ordis actuellement. Pour la popularité des héros, donc comme on l'avait suggéré, hein, Ordis qui gagne à peu près 2 points de représentation, bah, c'est Sigismar qui prend finalement cette augmentation à lui tout seul quasiment. Hein, 21% des joueurs jouent Sigismar en ce moment. Teja, deuxième héros à 15%, donc déjà le gap est très important entre le premier et le deuxième héros le plus joué. Et ensuite, des héros qui connaissent une baisse de popularité, donc Afanas qui perd 1,4 points, Fen qui perd 1,3 points, Bazira par contre qui profite un petit peu de la baisse de popularité de Kojo pour ramener un maximum de joueurs Bravos potentiellement chez elle, hein. Donc un vrai boost pour Bazira. J'espère que vous appréciez le jeu de mots. Et voilà, et ensuite, bah, si on reprend les trois héros Axiom sur lesquels on avait fait un zoom, bah, on a Sierra qui est stable, Traced qui est un tout petit peu en augmentation, et par contre Subash qui est complètement délaissé maintenant. Voilà, on a vu déjà il y a 2 semaines que le Havre n'avait pas eu l'impact souhaité sur les résultats. Cette semaine, a priori, c'est pas non plus le cas. Donc, Soubache, qui est certainement le héros qui attendait peut-être le plus de support avec ce Havre, bah, finalement n'en profite pas, puisque le Havre est potentiellement pas assez fort. Et par contre, des versions Trace apparaissent sans le Havre et ça permet à Trace de rester un petit peu représenté. Et mine de rien, Trace est le 9e héros le plus joué, Sierra le 7e héros le plus joué. Donc même si c'est sur des pourcentages qui sont assez bas, voilà, Axiom reste quand même un tout petit peu présent grâce à ces deux héros, donc c'est quand même pas mal. Et donc, j'en viens donc au point un petit peu plus statistique. Donc, les deux indices que je vous ai présentés dans mes slides juste avant, l'indice Shannon et le coefficient de Gini. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un indice Shannon donc par rapport à tous ces pourcentages enfin sur ces différents héros, on a un indice Shannon à 2,44. Et donc, on peut dire qu'en termes de diversité des héros joués, bah, on se situe dans la branche 2,3-2,6, donc qui est une branche bonne diversité avec une légère domination. Donc on a quand même 3-4 héros qui représentent, enfin on a même 6 héros qui représentent 75% du field, mais quasiment tous les héros sont joués. Donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Alors
Est-ce qu'il y a des résultats derrière? Ça, c'est une autre chose, mais déjà, les joueurs sont encore enclins à ramener un petit peu de tous les héros et donc ça, forcément, c'est une très bonne chose. Les gens prennent plaisir, enfin je pense, à jouer un petit peu de tous les héros, à tester un petit peu de toutes les combinaisons, possibles avec ces différents héros. Donc voilà pour l'indice Shannon, donc ça plutôt un indice positif. Et par contre, le coefficient de Gini sur la concentration des héros joués, bah forcément, avec un coefficient à 0,52, on est déjà moins dans le vert, avec de fortes inégalités quand même de représentation, hein. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. C'est les fameux 6 héros qui représentent 75% du field, les 3 héros qui représentent la moitié du field. Et donc là, on est sur des fortes inégalités avec peu de héros dominants. Donc on est à la limite d'une méta qu'on pourrait qualifier de toxique, en tout cas dans notre grille de lecture. Mais voilà. Donc j'espère, enfin, de toute façon, c'est des choses que vous allez continuer à voir sur les autres slides parce qu'on va faire le même type d'analyse sur la population top 16, top 8. Ça nous permettra un petit peu de croiser tous ces éléments-là parce que c'est pas parce que tout le monde joue de tout sur la ligne de départ que si à la fin on a un seul héros qui est présent dans les top 16 et top 8, ça veut pas dire que la bonne vision qu'on avait de la population de départ est la vraie vision de la méta. Donc on est obligé de croiser un petit peu les trois visions, ou à minima une vision top 8, une vision popularité des héros. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent, cette grille de lecture. Voilà, si vous avez aussi des objections à ce type de grille de lecture. Si jamais vous avez des questions aussi sur la façon dont sont calculés les indices Shannon et le coefficient de Gini, c'est des choses auxquelles je pourrais répondre, potentiellement vous mettre les liens dans les commentaires ou dans la description de la vidéo si je vois que vous êtes beaucoup à me poser la question. Mais voilà, donc, du coup, j'enchaîne après ce premier slide sur la popularité des héros. Si on s'intéresse maintenant au top 16, on va voir un petit peu quand même des nouveautés sur cette seconde quinzaine après le patch. Bon, ce qui change pas, hein, c'est la présence de Sigismard Dafanas est déjà dans le top, hein. On a donc 57% des tops qui sont représentés par ces trois héros avec le même ordre, hein, toujours Sigismard en top, un quart des top 16. Afanas 18%, Teja 15%. Mais ce qui vient après est beaucoup plus intéressant puisqu'on voit une vraie recrudescence des joueurs Basira sur le top 16. On a 10 joueurs qui sont arrivés en top 16, 10%. Donc c'est vraiment une grosse performance de Basira sur cette quinzaine. Et puis après, on a les héros qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir, donc Fen, Kojo, Lindy Way. On voit des Trest et des Sierra enfin qui accèdent au top 16. Donc 7 héros Axiom en top 16 aujourd'hui. Et puis on a des petites surprises avec Nevenka, Orak, Hatsadi et Arjun. Donc il me semble qu'Orak et Arjun, c'est la première fois qu'on les voit à ce stade de la compétition du 7-2, si je dis pas de bêtises. Hatsadi, pour le coup, on en avait déjà vu un. Mais voilà, un petit peu plus de diversité sur les héros qui arrivent en top 16. Mais par contre, on est toujours sur une diversité dans l'ensemble qui est assez moyenne, hein. Donc là, on a, si je ne dis pas de bêtises, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 13 héros sur les 18 qui ont réussi à faire top 16. Donc c'est pas si mal que ça. Maintenant, on a quand même 4 héros, on a eu 2 joueurs ou moins. Donc forcément, on est à un statut de diversité vraiment moyenne avec une vraie domination de 3-4 héros. Et donc, ça va également se retranscrire en termes d'inégalité, hein. Vous avez quand même beaucoup plus de chances d'accéder au top en ayant Sigismar Afanas ou Teja que d'autres héros. Donc voilà pour cette présence en top 16 et on enchaîne tout de suite avec les top 8. Alors ici, alors déjà on arrive sur une vision qui est un petit peu moins chaotique que celle d'il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était à une statistique assez folle où un joueur sur deux qui était en top 8 jouait Sigismar. On avait 48% des top 8 représentés par des Sigismar, donc c'était vraiment une vision assez horrible de la méta. Et donc c'est quelque chose qui s'est plutôt résorbé là sur cette semaine. Donc c'était vraiment potentiellement une quinzaine vraiment particulière, avec beaucoup de tests, hein, comme je vous le disais, mais là, je pense qu'on est revenu sur une situation un petit peu plus normale, avec beaucoup moins de decklist un petit peu à l'essai. Et donc finalement, on se retrouve toujours avec ce même trio de tête, Sigi, Afanas, Teja, avec du
coup environ 60% des top 8 qui sont représentés par ces trois héros. Et puis on a un bloc Bravos avec Basira et Kojo. Donc Basira qui se positionne toujours bien. Et à peu près la moitié donc les 10 joueurs qui étaient arrivés en top 16, eh bien, il y en a 5 qui sont passés en top 8. Donc c'est un taux de conversion assez normal de top 16 à top 8. Et par contre, on a notamment Fen qui s'est écroulé entre-temps, qui était dans ce petit peloton de poursuivants. Et on a toujours Sierra, Arjun et Trest parmi nos petites surprises qui ont résisté et qui sont allés en top 8. On a d'ailleurs une Sierra qui a fait top 1, on le verra après, et un Arjun et une Trest qui ont fait top 3. Donc on a toujours voilà, ce triptyque qui est très fort. Donc on est sur une méta, donc l'indice Shannon, la diversité moyenne, domination prononcée également, avec de fortes inégalités et peu de héros dominants malheureusement, hein. C'est toujours vrai de dire que Sigismar est très dominant et Afanas et Teja prennent également beaucoup de place. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des méta reports, les héros qui viennent un petit peu grappiller des places ne sont jamais les mêmes. Parfois c'est Lindy Way, parfois c'est Fen, parfois c'est Kojo, parfois c'est Basira. Donc pour ce statut de challenger, en fait, il y a beaucoup de slots qui changent assez régulièrement. Et donc même si on connaît grosso modo les trois stratégies principales que sont Sigi, FNAS et Teja, il y a derrière de quoi aller grappiller des petits tops. Donc là c'est des top 8, mais ça peut même être un petit peu plus et on va le voir dans le slide juste après. Donc voici la liste des différents tournois qui ont eu lieu pendant la quinzaine et vous allez peut-être remarquer, bon, il y a un tournoi supplémentaire qui est le Spaghetti Easter Hunt qui a eu lieu le week-end du 12 avril et il manque un tournoi, il manque la WOL du mercredi de cette semaine et malheureusement on était dans une situation où il y avait moins de 32 joueurs donc officiellement le tournoi n'est pas éligible à mon meta report. Je crois qu'on était à 26 ou 27 joueurs donc voilà, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de cette liste-là. Et du coup, je vous laisse faire pause si vous voulez vraiment voir le détail, mais grosso modo, en rouge, vous avez tout ce que je considère comme étant des petites surprises. Donc, on a de la Sierra, du Arjun, du Basira qui fait notamment top 1, on en reparlera un petit peu après, et de la Trest qui fait également top 3. Donc, pas mal de petites surprises, même si on voit d'autres noms plus connus tout autour de ces petites surprises-là. Après vous avoir parlé des différentes surprises qu'il y avait eu sur la quinzaine, eh bien, on va revenir sur les decklists qui m'ont personnellement marqué pendant cette quinzaine. Et donc, j'avais envie de vous partager un petit peu les nouvelles techs qui sont un petit peu en train de sortir. Alors, potentiellement, les joueurs les jouaient depuis un moment, mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on les voit performer. Donc, je vais vous parler de trois decklists. Et la première decklist, ça va être cette decklist de Kaifu sur Syrah qui a fait top 1 en AWOL du mercredi, un tournoi 32 joueurs. Donc l'idée de cette decklist, alors vous le voyez peut-être pas parce que c'est un petit peu petit, mais les trois uniques sont des uniques qui génèrent des brass bugs lorsque vous mettez une carte de votre main ou de votre deck en réserve. Donc c'est le principe d'utiliser en fait un maximum les effets de ravitaillement notamment pour générer énormément de boards et écraser son adversaire de stats. Donc on avait l'habitude de faire ça dans Sierra avec les ruches, mais là cette fois ce sont les uniques qui ont cette fonction-là pour qu'on évite de jouer les ruches qui sont très longues à setup. Et donc, on va se permettre de jouer seulement 7 permanents dans cette decklist, dont 3 Ouroboros et 2 Axiom Reprocesseurs. Donc, c'est des decks, c'est des cartes qui vont nous permettre de beaucoup cycler. Et puis ensuite, on a des cartes qui vont nous permettre de resupply à côté. Donc, les Axiom Salvager, les livraisons gelées, la chroniqueuse Lyra, et d'autres cartes qui vont nous permettre d'activer les effets de ces permanents, donc le Jian rare, l'Inari rare, le Gibil, et ensuite quelques autres petites cartes qui vont un petit peu agrémenter le deck, mais grosso modo, vous avez l'archétype avec les cartes que je vous ai citées. Donc c'est une decklist que je vous déconseille de jouer, en tout cas dans cette version-là, si vous n'avez pas les uniques qu'il faut. Sans les uniques, il faudrait rajouter les ruches et donc enlever 3 rares, donc potentiellement ce Druid Muna qui a comme principale fonction de venir ancrer les générateurs de tokens uniques.
Et après, il faudrait trouver deux autres slots de rares. Mais c'est une decklist. Si jamais vous trouvez des uniques axiomes générateurs de tokens pas trop chers de ce style-là, eh bien, ça peut être intéressant de se monter une decklist Syrah de ce style-là. Allez, deuxième decklist que je voulais vous présenter, bah, cette fois je vais vous parler d'un Alter Aces, donc on est très content de pouvoir le présenter sur ce Meta Report, et donc c'est la decklist de Neuro qui a fait top 1 avec Bazira à l'accusé de Championship d'il y a 2 semaines. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Bazira assez classique quand on regarde le set de cartes. Alors peut-être les Yeti qui sont un petit peu particuliers, mais en tout cas on a les Tiny Jean pour ramp, on a les cylindres de Kelon pour activer un petit peu plus des boosts pour Bazira, on a 3 Aklout, et par contre on a quelques spécificités ensuite, on a ces deux Mighty Jean qui permettent d'encore plus piocher puis ramp. On a les deux entraînements physiques qui permettent, mine de rien, d'activer aussi les boosts de Bazira qui a beaucoup de petits body, mais ça permet également de piocher. Donc voilà, c'est une decklist qui est centrée sur la pioche pour pouvoir mettre énormément de pression au fur et à mesure de la game sans trop s'essouffler. Et donc les trois uniques vont dans le sens de ce plan de jeu avec deux uniques Ozma double pioche. Donc ça c'est assez impressionnant et c'est pas forcément quelque chose qui va être simple à acquérir, mais en tout cas si vous avez déjà des uniques simples de pioche, ça peut être très bon. D'autres decks jouent notamment les Ozma en rare pour avoir cet effet de pioche, mais là pour le coup Neuro à d'autres slots de rares qu'il n'avait pas envie de dépenser avec des Ozma. Et on a également cette Lyra navigatrice qui est très intéressante avec un effet de boost et un effet de pioche en effet flèche. Et dernière originalité, on est encore sur un deck Axiom, hein. Tant qu'on a un petit peu d'Axiom qui perf, j'en profite pour vous présenter un petit peu les decklists, on est content. Mais là, cette fois, on est sur une trace, du coup, on est sur la trace de Paupiette de Veau qui a fait top 3 à l'accusette de cette semaine. Donc une trace sans havre, comme vous pouvez le constater, avec un petit peu la même idée que la trace, que la Sierra de Kaifu, c'est-à-dire qu'on va partir avec les Ouroboros, avec beaucoup de resupply, on va choisir la carte qu'on va resupply, avec des uniques qui vont nous permettre d'accélérer le pouvoir de Trest, avec les élémentaires de Kelon qui vont nous permettre aussi d'accélérer le pouvoir de Trest. Voilà, si on peut le plus rapidement possible poser cet Ouroboros et générer rapidement des cartes en réserve pour pouvoir ensuite typiquement cycler avec les effets de support de Gibil, d'Inari, la Lyra Chronicle, les livraisons gelées, etc. Et pour ensuite profiter du pouvoir de Trist pour faire énormément de CA, mettre beaucoup de pression avec des personnages surstatés depuis la réserve, avec ce petit pic également qui est là pour profiter de toutes ces cartes qu'on va jouer depuis la réserve. Il y a également un petit brouilleur pour saboter un petit peu dans les match-ups où ça peut jouer sur le long terme d'aller taper les ressources adverses. Donc voilà, une decklist franchement très intéressante qui mine de rien doit être assez compliquée à piloter parce que voilà, des fois vous avez le plan pique, des fois vous avez le plan sabotage. Euh, et puis il faut savoir quand est-ce qu'on a envie de partir vraiment en boucle de ravitaillement. Donc ouais, pas si simple que ça. Il faut savoir aussi que sa petite loutre et dans la même veine que les uniques de Kaifu, donc une loutre qui génère des brass bugs quand vous mettez une carte dans votre réserve. Donc ça aussi, ça peut permettre d'avoir un gros pic de stats sur certains tours quand elle tombe. Et du coup, ce Druid Muna qui est là également pour ancrer cette unique-là qui va générer beaucoup de stats potentiellement. Passons maintenant à la grille des match-ups. Donc, il y a des match-ups que vous connaissez déjà, hein, grosso modo, les statistiques sur le carré des 4 premiers héros n'a pas foncièrement changé. Juste, je vais mettre en avant deux choses. La première, c'est la ligne d'Afanas, qui, voilà, on est en train de se parler un petit peu de santé de la méta. Et très clairement, cette ligne, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir des match-ups aussi polarisés dans une méta compétitive.
Voilà, 65% contre Teja qui est censé être la menace numéro un pour Sigismar qui est le plus présent et le plus performant, bah, c'est un problème. Ça empêche les joueurs de Teja d'arriver assez haut dans les compétitions pour pouvoir se défendre face à des Sigismar. Alors, dans les rondes, parfois ça arrive, hein, et on a bah, typiquement Disnico qui a gagné avec Teja sur la période précédente. Mais voilà, malheureusement, à cause d'Afanas, bah, les Tejas sont trop rarement arrivés en top cut. Enfin, en tout cas, moins qu'elle ne pourrait le faire s'il y avait moins d'Afanas ou si Afanas était moins fort. Et puis voilà, on voit aussi que Bazira a un match-up qui est extrêmement négatif contre Afanas. Et voilà, le simple fait de croiser Afanas dans sa route décide un petit peu de votre résultat sur le tournoi final. Et c'est un petit peu dommage vu pour l'instant les formats qu'on a en termes de compétitif. Donc voilà, donc ça c'était un petit point d'alerte en tout cas sur Afanas. Donc maintenant, quelle est la solution? Est-ce que ces petits pas, moi personnellement, si vous voulez mon avis, je ne pense pas, parce que moi je joue aujourd'hui sans petits pas et je m'en sors encore mieux. Je trouve que les Afanas qui ne jouent pas de petits pas ont une plus grande stabilité, ce qui fait que le perso est encore plus difficile à contrer une fois qu'il s'est enlevé deux, trois cartes qui lui servent à rien. Et ensuite, voilà, la main tendue est une bonne piste parce que c'est une carte qui permet trop facilement de générer du CA et qui permet trop facilement d'exploiter des boucles avec des uniques où vous avez besoin de deux boosts pour remonter un spell par exemple. Mais le mage danseur rare est potentiellement aussi une cible. Et une dernière cible qu'Equinox n'a pas mentionné dans son patch de mi-saison, mais que moi j'ai envie de mentionner, c'est le sommet réparateur, qui est pour moi une carte beaucoup trop forte, soit pour conserver ses ressources pour le tour d'après, typiquement endormir un mage danseur, c'est extrêmement fort à certains moments de la game, ou alors en tant que finisher, bah, pour faire du 2-0, ou pour ralentir la game à certains moments où Afanas veut juste temporiser pour pouvoir derrière faire des tours explosifs le tour d'après et quand même faire 2-0 sans avoir trop concédé le tour d'avant. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une carte qui est vraiment beaucoup trop forte et qui permet tout le temps de faire des tours complètement débiles. Donc voilà, moi j'irais potentiellement taper sur cette carte-là en plus, mais en tout cas pas sur le petit pas. Voilà, je ferme la parenthèse. On pourra effectivement beaucoup plus en parler, mais ça d'ailleurs, si c'est quelque chose que vous voulez que j'évoque dans une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous voulez un petit peu mon avis sur comment devrait évoluer la watchlist, quelles sont selon moi les cartes qui devraient être modifiées. Alors, après, quelle modification faire, c'est un sujet qui est encore plus compliqué. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de faire peut-être un court format sur ce sujet-là. En tout cas, je vous ai donné mon avis sur Afanas. Et donc, autre point que je voulais mettre en avant sur ce slide, ben, c'est les statistiques de Bazira, qui devient officiellement le cinquième héros le plus joué sur la scène BGA. Et donc vous pouvez le voir, même si on a quand même des bonnes statistiques hein, en termes de top 16 et de top 8, au global, on a un héros qui ne se défend pas bien du tout contre le top 4. Donc c'est un petit peu une anomalie finalement, puisqu'on a un match-up qui est assez mauvais contre Sigismar, contre Teja c'est limite limite, contre Afanas c'est un très mauvais match-up, et contre Fen, on est aussi sur un match-up négatif. Donc, comment est-ce qu'on explique que Bazira a fait des meilleures performances cette semaine? Alors déjà, on a pu le voir avec le deck de Neuro, on est sur une decklist qui est vraiment très spécifique, avec trois uniques qui sont déjà pas forcément donnés, et puis pas forcément facilement trouvables. Mais en tout cas, dans son style, Neuro a potentiellement compris une chose, c'est que Bazira, ça s'essouffle assez vite, que si ça se fait gérer ses bodies, bah, potentiellement ça peut pas finir la game assez facilement. Donc, que Bazira a besoin vraiment de pioche pour être le moteur un petit peu de la pression qu'elle va mettre continuellement au fur et à mesure des tours. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que bah, là, les performances, elles sont très dépendantes de sur ce contre quoi vous allez tomber. Et typiquement, on a donc Akraft et Neuro qui ont fait trois bonnes performances cette semaine et qui sont notamment les joueurs qui ont permis d'avoir des aussi bonnes statistiques sur Bazira. Mais ces trois joueurs-là nous rencontrés donc sur 18 matchs, je crois. Ils ont rencontré une seule fois Afanas.
Donc ça aussi, ça explique que parfois, sur le faible échantillon qu'on a et sur le format des rondes, on peut se retrouver avec des personnages qui surperforment, mais au global, bah, tous les Basira qui croisent du Afanas, très souvent, ils se prennent un mur et ils sont incapables d'aller plus haut dans le tournoi. Donc voilà, aussi en fonction du nombre d'Afanas qu'on a dans les tournois, ça peut plus ou moins planter la position de héros comme Basira notamment dans ce Meta Report. Donc voilà, en tout cas, on est content quand même de voir Basira apparaître sur ce tableau-là en tant que cinquième héros le plus joué. Mais pour l'instant, en termes de win rate, c'est pas évident et il faut compter sur des joueurs potentiellement très bons et avec des decklists vraiment peaufinées et très particulières pour aller chercher des tops. Allez, on termine par la tier list, donc dans l'ordre. Le S tier maintenant ne se compose pour moi que de Sigismar, Afanas et Teja. Très clairement, il n'y a que ce top 3 qui existe vraiment de manière conséquente et constante. Donc j'ai décidé de resserrer ce tier-là à ces trois héros-là. Puis on a le tiers un petit peu de tous les héros qui ont été capables d'aller chercher quelque chose des top 1 ou des top 3 dans cette méta de manière assez régulière. Donc Kojo, Basira, Fen, Lindiwe et Traest. J'ai décidé Traest par rapport à Sierra parce que bah, des performances peut-être sur des tournois un petit peu plus grands. Sierra a réussi à faire un top 1 mais sur un top 32 seulement. Donc voilà, pour moi Traest est un petit peu plus consistant et avec un win rate un petit peu plus important au global que Sierra. Ensuite sur le tier B, des héros qui sont capables de faire des choses mais voilà, ça manque de quelque chose quand même en termes de win rate. C'est pas bon, honnêtement. On est sur environ du 45%, voire en dessous. Donc voilà, c'est quand même assez difficile, sauf des archétypes pardon, très particuliers avec des très 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 bonnes uniques. Bah, typiquement, le deck de Kaifu, hein, c'est avec trois uniques très spécifiques dans un archétype qui ne peut pas être joué si vous n'avez pas les uniques. Donc voilà, Syrah, Keshan et Venka et Soubash. Franchement, je suis gentil avec Soubash. Je lui laisse encore 2 semaines, mais je pense que s'il nous montre rien, il redescendra en tier C. Et enfin, le tiercé, du coup, Rin, Hatsadi, Gulrang et Aurak, qui sont à la fois les persos les moins joués, et lorsqu'ils sont joués, c'est des win rates qui sont très faibles dans l'ensemble, donc parce qu'ils se comportent très mal, notamment dans les match-ups contre Sigismar, Afanas et Teja. Donc voilà, et puis hors champ, vous avez Waru et Arjun qui sont également très peu joués. Waru, bah, parce que nerf par Equinox, alors il y a des petites bêtises qui traînent de temps en temps. Je vous invite à regarder les résultats de la Wall de ce lundi, mais moi je n'en parlerai pas. Euh, frustré d'avoir perdu mon seul match contre un Warou prison. Petite dédicace à Matt Mathieu. Mais voilà, donc Warou, sinon dans l'ensemble, est quand même assez en dehors de la copie. Et puis Arjun, très compliqué contre Sigismar, contre Afanas en ce moment, qui ont beaucoup de gestion pour gérer les éventuelles créatures qu'il va pouvoir en créer. Donc voilà pour ce tiers, qui dans l'ensemble ne change pas beaucoup, mais voilà, on a quand même un gros bloc de héros dans le tiers A qui peuvent venir aller chercher des choses de temps en temps, donc ça permet quand même pas mal d'innovation sur 8-9 héros, ce qui est déjà très bien, honnêtement, hein. On a d'autres TCG sur lesquels on a beaucoup moins de héros jouables. Donc pour ça, c'est quand même pas mal, même si la méta reste dominée dans l'ensemble par 2 voire 3 héros. Voilà, donc c'est tout pour ce Meta Report numéro 8. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bah, du coup, à vous abonner, à mettre des petits pouces, à commenter sur bah, les petits ajouts que j'ai faits ou ce que vous pensez de la méta actuellement. Et puis bah, moi, je vous retrouve pour le nouveau Meta Report dans 2 semaines, en espérant qu'il y ait peut-être un petit peu d'innovation. On va rentrer dans une période un petit peu plus calme, où il y a moins de grosses échéances, les tumultes vont commencer à être passés. Et puis on va commencer à se projeter sur le 7-3, donc potentiellement on va avoir envie de retester certaines idées qui vont avoir un petit peu de support avec les spoils qu'on va avoir au fur et à mesure de ces semaines-là. Donc voilà, potentiellement des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles decklists également, avec le marketplace qui est actuellement en bêta, donc potentiellement pas mal de gens qui sont allés chercher des uniques un peu spécifiques pour tester quelques builds. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous et de vous présenter tout ça dans 2 semaines. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à dans 2 semaines ou alors en stream pour suivre la wall comme tous les lundis sur la chaîne des Alter Aces. Le lien est en description. Voilà, merci à tous et
Très bonne journée à vous. À plus.